Bonsoir, merci de votre présence, surtout en cette veille de week-end du 1er mai. Comme chaque année, le CAUE a le plaisir de vous proposer un cycle de conférences. Et ce soir, ce sera la dernière du 12e cycle. Et nous vous remercions pour ceux qui viennent assister fidèlement à ces conférences de venir, quel que soit le temps et les conditions. Avant de passer la parole à notre invitée de ce soir, Madame Eleb, je voulais vous informer que nous avons ce soir un partenariat avec la librairie Goyard, puisque Madame Eleb a écrit de nombreux ouvrages et que vous pourrez les acquérir après la conférence, en faire l'acquisition. Et d'autre part, sur la table qui se trouve à l'entrée de la salle, vous avez également le programme du mois de l'architecture, qui va très bientôt commencer. Et je vous invite vraiment à le regarder attentivement parce qu'il y a des quantités d'événements qui vont être proposés dans toute la région. C'est classé par département. Et alors, s'il y a un seul ensemble d'événements à ne pas manquer cette année, je vous le recommande, c'est à Sumène. Parce que les événements, pour la plupart, sont présentés dans les grandes villes, Montpellier, Nîmes, etc. Et là, Sumène, qui est une toute petite commune rurale des Cévennes, a décidé de vraiment s'impliquer dans la sensibilisation à l'architecture et va proposer une semaine de l'architecture avec des visites insolites, des ateliers d'écriture, des spectacles, etc. Voilà. Vous avez également à l'entrée le programme des événements qu'organise l'espace Info-Énergie. L'espace Info-Énergie du CAUE avec des quantités d'animation pendant le printemps-été, donc des visites, des conférences. Et donc maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Eleb, qui est psychologue et sociologue et spécialisée donc dans les questions de sociologie de l'habitat. Donc, qui vient de Paris avec un grand mérite après un long voyage. Elle arrive du Brésil et qui enchaîne donc les activités. Donc, son ouvrage « Les 101 mots de l'habitat » vient de paraître, a été présenté hier, donc pour la première fois. Vous en avez plusieurs exemplaires à l'entrée, donc voilà, vous allez découvrir toutes ces questions d'une spécialiste de l'habitat. Voilà. Alors, ce soir, je vais vous parler de la conception architecturale et de la réception par les habitants de ce que font les architectes. Alors ça renvoie à un titre que vous avez qui s'appelle « Entre confort, désir et normes » et qui est le titre du dernier livre bilan que le ministère du Logement, du Développement durable d'ailleurs, m'avait demandé il y a 2 ans et que j'ai fait avec Philippe Simon. Et en fait, c'était un bilan sur le logement contemporain. Donc on va discuter de ça ce soir en partant des changements sociaux. La société change. Aujourd'hui, les familles se restructurent, le groupe domestique se recompose, les pratiques évoluent et le logement devrait suivre. En fait, dans l'histoire, les nouveaux dispositifs de l'habitat sont arrivés quand la société changeait. Pas seulement à cause des matériaux, pas seulement à cause du climat, c'est-à-dire que toutes les variables qu'on connaît, évidemment, jouent un rôle. Mais c'est vrai que quand la société change, les logements changent, l'habitat change. Et aujourd'hui, on constate un manque d'adéquation entre l'évolution de la société française et celle du logement. On observe aujourd'hui une augmentation de l'espérance de vie. Je vais vous dire des choses que vous savez pour l'instant. Ça, c'est connu. Mais c'est important de le comprendre pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le logement. Aujourd'hui, il y a une augmentation du nombre de personnes vivant seules, une augmentation des familles monoparentales. Et les personnes qui vivent seules, c'est à tous âges, hein, puisqu'on a aujourd'hui une très grande part de la société française qui vit seule. 35% de personnes en France vivent seules.
Et d'autre part, la famille modale, les parents avec leurs 2 enfants, qui était le modèle qu'on prenait pour faire du logement depuis les années 50, ne représente plus aujourd'hui que 45% de la population. 55% de la population ne correspond plus du tout à cette image de la famille stable, établie avec des enfants. Or, le logement est fait pour cette famille modale. Donc, il va falloir transformer les choses, et on voit aussi, ce dont je n'ai pas encore parlé, une montée de la cohabitation. À tous âges. Les jeunes, on avait l'habitude, mais aujourd'hui, c'est aussi les personnes âgées qui vivent en cohabitation. Et pourtant, le logement banal ne change pas. Alors, d'autre part, un très grand changement à l'intérieur des logements, c'est-à-dire dans les pratiques quotidiennes. Les temps du quotidien ont changé, et c'est chez soi que se font le plus souvent les loisirs et le travail. Enfin, de plus en plus de gens travaillent chez eux. 30% des Français travaillent chez eux, un peu ou beaucoup, 10% toujours. Donc, avec les 35 heures en plus, cette réglementation sur les 35 heures a contribué à renforcer cette augmentation de la présence chez soi, et a conduit en fait à une attention de plus en plus forte au décor et à l'ambiance domestique. Et tous les phénomènes de bricolage ont augmenté. Si je vous montre ce lieu qui est un séjour dans la dernière tour, dans la première tour parisienne, qui est la tour Croulebarbe, qui a été faite en 1960, c'est parce qu'on y voit quelque chose qui est en train de devenir banal, c'est le travail dans le séjour, les écrans. Voilà. Alors, donc, une porosité entre vie publique et vie privée, et une restructuration entre le travail, sa qualité, ses temporalités et la vie privée, ce qu'on appelle le mode de vie, puisque la notion de mode de vie renvoie au rythme que le travail nous impose, entre autres. Et tous ces éléments remodèlent notre rapport au temps. Et donc, il est clair qu'à chaque fois qu'on a vu des changements de ce type-là apparaître, on a vu aussi des changements dans la distribution de l'habitation. Quand les valeurs, les idéaux de la société changent, le logement change. Et par exemple, un exemple très frappant, quand en France, au XVIIe siècle, il y a revendication de la retraite, de pouvoir être seul, d'avoir une intimité, eh bien, les architectes inventent l'appartement, c'est-à-dire la chambre et ses annexes, très protégées, et auxquelles les aristocrates vont rajouter plusieurs antichambres pour être plus protégés. Donc en fait, on se rend compte que cette chambre et ses annexes, aujourd'hui on appelle ça suite, hein, elle avait un sens relatif aux idéaux d'une société. Donc, il faudrait aujourd'hui qu'on en tienne compte. Alors, on observe aussi quelque chose de très important à l'intérieur des rythmes du groupe domestique, puisque je n'ose plus utiliser le mot famille, puisque vous avez compris que les familles, c'est seulement 45% de la société française. La famille modale, c'est seulement ça. Donc, en fait, moi, j'emploie maintenant le mot de groupe domestique, qu'il soit composé d'une personne ou de plusieurs. Alors, on observe une désynchronie des activités et des comportements à l'intérieur, chez soi. Les rythmes des membres de la famille ou du groupe domestique ne sont pas synchrones, chacun vit sa vie. L'idéal d'épanouissement personnel joue un rôle, évidemment, et c'est accepté, même si les moments de partage et de rencontre restent valorisés. Donc l'usage de la maison, par exemple les rites du repas, ont changé ou sont en train de changer selon les groupes sociaux. On vit donc ensemble, mais selon des rythmes différents, et l'espace proposé n'est pas organisé pour ça. Car en fait, les modalités de la vie chez soi se sont énormément multipliées. D'autre part, les solutions spatiales qui permettraient de soutenir ces changements
eh bien, je vais commencer par vous en proposer qui sont très extrêmes. Je vais commencer par les propositions extrêmes. Et on ira ensuite vers des propositions extrêmes en fait, qui mettent en question les limites du logement, jusqu'à des aménagements beaucoup moins radicaux, mais qui pourraient être tout aussi efficaces. Et en fait, je vais commencer par les plus extrêmes, les plus radicaux. Aujourd'hui, on peut avancer que pour suivre l'évolution sociale, il faudrait proposer des lieux où on peut être ensemble mais séparément. Ensemble mais séparément, c'est le slogan du XXe siècle et du début du XXIe. C'est-à-dire protection de l'individu, mais en même temps, personne ne veut renoncer à la rencontre et à la communauté de vie. On a beaucoup évoqué dans le milieu de l'architecture ces dernières années le Didon Village de MVRDV, en fait, qui est composé de parties autonomes, mais reliées entre elles, et qui, en fait, sont composées, enfin, il y a des chambres, un atelier, et l'idée, c'est de permettre l'autonomie des différents membres du groupe domestique. Plus avant encore, et plus explicite, la maison Muriyama de Ryu, alors Nishizawa, à chaque fois je me trompe parce que c'est un nom japonais un peu complexe, qui est à Tokyo, qui est célèbre aussi, et qui met en espace le slogan « Ensemble mais séparément », en fragmentant le bâti, qui est composé de 10 unités pour accueillir 6 personnes. Donc on y trouve des chambres, des bureaux, une cuisine commune, et en fait 6 personnes peuvent cohabiter, et seule la pièce centrale fait office de séjour. Donc là encore, c'est ensemble mais séparément, c'est-à-dire en fait c'est sur une terrasse, tout simplement, et c'est une petite communauté qui vit ensemble. Ces propositions renvoient à une réflexion sur une maison mouvante, composée de parties autonomes, fragmentées, qui se recomposent, qui sont encore de l'ordre de l'expérimentation. En fait, c'est plus proche de concepts presque artistiques et d'architectes en fait, qui continuent à vouloir changer la vie. Mais ils tiennent compte d'un autre rapport à l'espace et au temps, créé par l'habitude que nous sommes en train d'installer durablement dans nos vies, de surfer, de naviguer librement, mais dans un intérieur accueillant à tous les usages. Comme ces exemples sont souvent construits sur le toit d'un immeuble existant, on a insisté sur la capacité de ce dispositif à densifier les centres-villes, et en fait en utilisant les toits. On les a vus aussi comme de simples jeux de forme, et on a donc peu relevé le fait qu'ils opéraient une transformation, une innovation socio-spatiale du dispositif de l'habitation liée à un changement de valeur. Un changement de valeur, un changement d'usage quotidien et de façon de penser. Rappelons que dans l'habitation, le dispositif mis en place, c'est-à-dire l'organisation d'un groupe de pièces, propose un mode de relation entre les individus, hommes, femmes, parents, enfants, parfois maîtres domestiques, selon les pays, et qui inclut aussi la dimension économique, parfois espace du travail, espace de production, et aussi la sociabilité large, accueil, réception, mise en scène. Donc la notion de dispositif, elle est très utile parce qu'elle nous permet de voir un plan comme l'organisation d'éléments qui sont assemblés de façon particulière pour produire un effet sur les comportements et les pratiques, que la volonté soit explicite ou implicite. Alors, le phénomène le plus extrême de notre société aujourd'hui, c'est cette montée de la cohabitation. Le plus étonnant, on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas parce que voilà ce qu'était l'image de la cohabitation au XVIe siècle. Robert Boissard dessine une famille à 3 générations. Le mythe, vous savez, le mythe français qu'on a vécu toujours à 3 générations est un mythe, hein. Puisqu'on mourait à 35 ans à cette époque-là, donc on ne pouvait pas tellement vivre à plusieurs générations, mais enfin bon, il y avait cette image et elle existait là. Et donc ça s'appelle Concordia. Donc 3 générations, Concordia. Mais voilà à quoi ça aboutit. Discordia. Donc, très longtemps, la société française a refusé la cohabitation. Et aujourd'hui, on voit apparaître la cohabitation de nouveau, pour des raisons qu'on connaît. Crise économique,
crise économique. Pourquoi elle réapparaît, cette cohabitation? Elle peut être subie ou choisie. Subie à cause de la crise économique, c'est certain, mais aussi à cause des crises amoureuses. La montée des divorces, voilà, c'est une crise amoureuse, hein, la montée du divorce. Donc toutes sortes de crises. Ensuite, il y a rupture, divorce, veuvage, hein, qui joue un rôle. Mais la cohabitation est aussi un moyen pour certains de lutter contre la solitude, tout simplement. Et puis, on a observé dans nos enquêtes sur le terrain, puisque je fais un travail avec Sabri Bendimerad en ce moment sur la cohabitation, sur les lieux de la cohabitation, on a observé aussi qu'il y avait une cohabitation choisie, une aspiration à vivre autrement, à vivre de façon différente, une manière de favoriser, de valoriser la solidarité dans une vie commune, où les espaces partagés ne signifient pas un partage de vie de couple, mais une sociabilité entre pairs ou dans une famille élargie. En fait, il faut savoir qu'en France, il y a une baisse de la mise en couple. Depuis 25 ans, 30 ans, selon l'INSEE, il y a de moins en moins de mise en couple. Voilà. Le couple est vu comme trop fragile. Et on voit une tendance qui augmente à familialiser les rapports d'amitié, c'est-à-dire que les amis deviennent la famille. Et il faudrait des espaces qui le permettent. Alors, tout cela implique d'imaginer des solutions qui permettent d'éviter les frictions, parce que quand on vit ensemble sans être dans une relation d'amour, c'est relativement difficile. Puisqu'il y a des habitudes, des arts de vivre, des habitus qui ne sont pas les mêmes. Et en fait, il faut trouver un modus vivendi, la bonne distance, la familiarité sans intrusion. Et jusque-là, cette cohabitation s'était faite au gré des situations et des lieux. Mais on voit actuellement, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ça avec mon collègue, on voit actuellement apparaître des immeubles expérimentaux ou d'avant-garde qui expérimentent justement une cohabitation pensée a priori. Or, ces situations avaient été déjà prévues au dernier PAN, qui était en 1987. PAN, c'est Programme Architecture Nouvelle, c'est un concours qu'on proposait aux jeunes architectes. On leur avait dit comment voyez-vous les modes de vie du futur? Eh bien, ils avaient répondu en proposant par exemple une organisation où deux personnes pouvaient cohabiter. Elles avaient une entrée particulière, elles partageaient la salle de bain et la cuisine, et une pièce commune était ouverte des deux côtés. Voilà une solution. Aujourd'hui, enfin en 2003, Mulhouse Habitat, 2003 c'est il y a longtemps, maintenant 12 ans, Mulhouse Habitat a décidé de favoriser la cohabitation intergénérationnelle. Et donc, elle a proposé un immeuble composé de 2 blocs qui permet avec un espace interstitiel, ici, vous voyez, qu'on voit ici, un espace transparent et interstitiel qui permet de se retrouver. Donc, on a un plot dans lequel une famille qui occupe un 5 pièces, qui a des enfants, et de l'autre côté, les grands-parents. Donc, en fait, on a les 3 générations qui sont dans le même lieu. Ça n'a pas marché complètement comme le voulait comme l'imaginait le maître d'ouvrage. Et en fait, on a des configurations très particulières, très différentes. Il y a 2 sœurs, dont une qui a un enfant handicapé, qui vivent dans les 2 appartements. On a toutes sortes de configurations. Il y a des personnes handicapées aussi qui peuvent y habiter, puisque c'est un immeuble de 4 étages, mais il y a quand même un ascenseur, alors que ça n'est pas la réglementation obligatoire. Hein. Donc en fait, on a vu toutes sortes de configurations de familles, enfin de groupes domestiques plutôt d'ailleurs, se mettre en place. Donc ça marche. Alors que eux avaient, Mulhouse Habitat
aurait vraiment voulu que ce soit grands-parents, parents, enfants. Ce n'est pas ce qui s'est passé, il y a qu'une famille qui est de ce type-là. Et donc on voit ici les cloisons qui permettent... voilà. Les cloisons mobiles qui permettent de refermer. L'espace interstitiel, là, n'est pas habité, c'est un peu triste, mais globalement, il peut l'être, puisqu'il est réservé théoriquement à la rencontre des grands-parents et des enfants. Donc voilà, et donc il y a 3 portes. Là encore, c'est ensemble, mais séparément. Donc une manière de proposer une spatialité qui permet de mettre en scène ces modalités de vie quotidienne. Alors, au fond, ça c'est une solution extrême. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des logements avec studios associés. Pardon, excusez-moi, c'est le plan qu'une des personnes qui y habitent m'a envoyé. Donc, voilà, c'est-à-dire on voit, là je reviens en arrière, on voit l'appartement principal, là c'est un 3 pièces, et ici le 2 pièces. Donc là, il y a une mère célibataire avec un enfant et sa sœur handicapée. Voilà. Donc en fait, des situations difficiles, mais c'est des gens qui se regroupent au fond pour mieux lutter contre l'adversité, on va dire les choses comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'est assez intéressant parce qu'il y a de la solidarité, de l'entraide, et c'était ça le but. Hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, on voit des appartements principaux avec un studio associé qui se diffusent dans la société, et il y en a de plus en plus, dans des bâtiments expérimentaux comme celui que je vous montre là, mais aussi dans d'autres bâtiments beaucoup plus banals. Ici, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, ce sont des petites maisons. Hein, donc là, je ne vous montre que le plan du rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, on a une grande cuisine et un séjour, et en face, il y a une chambre indépendante. On a rencontré une famille avec la jeune fille qui en voie d'autonomisation, on va dire les choses comme ça, à 17-18 ans, et qui habitait en face. Très, très contente d'avoir, au fond, comment on va dire ça, conquis un début d'autonomie. Sa mère était plus ambiguë, elle disait je sais quand même ce qu'elle fait, mais bon, etc. Enfin bon, voilà, ce moment difficile de l'autonomisation. Mais on peut aussi imaginer une famille qui accueille une grand-mère ou un grand-père. On peut imaginer un bureau, on peut imaginer toutes sortes de choses. Donc en fait, et ce qui est intéressant, c'est que dans ce système, cet appartement loue en même temps, c'est du logement social, loue en même temps cette pièce-là, mais si elle n'en a plus besoin, ça peut être cet appartement-là qui la louera. Voilà. Et on peut aussi louer la pièce d'à côté, qui s'appelle une pièce plus, et qui peut être adaptée annexée soit à cet appartement, soit à l'autre. Donc une souplesse. Donc de plus en plus, on pense à ces souplesses d'organisation qui permettent cette vie. Alors ça permet de loger aussi une aide-soignante, ça permet de loger aussi une jeune fille au pair, ou un invité qui passe. Voilà. Alors, la présence des enfants adultes dans la maison est de plus en plus longue. On le sait, mais en fait, ils partent au même âge depuis 25 ans. Hein. Ils partent à peu près au même âge. C'est entre 24 et 28 ans. Mais on sait que l'année dernière, 700 000 enfants sont revenus vivre chez leurs parents ou leurs grands-parents pour des raisons de crise financière, mais parfois de crise amoureuse aussi. Donc il faut éviter les conflits. Il faut éviter les conflits et l'espace doit pouvoir étayer cette situation, doit pouvoir la rendre faisable et facile. Un de mes collègues avec qui je travaille avait fait ça que j'avais beaucoup apprécié, et je m'étais demandé pourquoi il avait écrit ici seuil et là entrée. C'est parce qu'en fait, pour lui, cette pièce était une pièce autonome, c'est-à-dire une pièce où on pouvait
qui pouvait être donné à un grand enfant ou à un couple, puisque les jeunes reviennent très souvent en couple, hein, chez leurs parents ou chez leurs grands-parents. Et donc, on pouvait donner cette pièce, mais là, il proposait d'installer une salle de bain. Et en fait, ce seuil montrait qu'on pouvait entrer et sortir dans ce studio sans être vu. Parce que c'est ça l'autonomie, hein, c'est l'idée qu'on doit pouvoir avoir des allées et venues sans être surveillé. Voilà. Donc ça, c'était un plan intéressant qui est beaucoup plus ancien, hein, qui date de 1989. Alors, des solutions ont aussi été envisagées pour des familles recomposées. Dans les familles recomposées, il y a souvent plusieurs aînés, 2 aînés, c'est-à-dire, ou alors des enfants qui ne s'entendent pas très bien. Et donc l'idée, c'est de proposer un appartement principal avec un studio associé de l'autre côté de l'appartement principal, avec un passage par une passerelle. Vous voyez, ici. Donc on a un appartement principal et un studio associé ici, et là aussi. Voilà la passerelle. Voilà le plan, on comprend mieux comme ça. Et il propose aussi la chose plus banale, hein, de l'appartement principal avec studio associé en haut, ou en dessous d'ailleurs, hein, ici. En fait, on retrouve la figure du duplex, simplement, mais avec cette autonomie que donne la différence de niveau, que donne la maison individuelle, hein, en fait. Mais bon, là, ces enfants entrent de façon autonome, c'est-à-dire ils rentrent dans l'autre plot. Leur entrée est ici. L'entrée principale des parents est là, leur entrée est ici. Donc ils sont totalement autonomes. Et ça peut être aussi très très bien pour des grands-parents, pour une association familiale un peu différente. Alors, j'avais beaucoup aimé ce plan, ces plans qu'a proposé Frédéric Monjanel de ING. Comment je fais évoluer mon appartement. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Vous arrivez à lire? Oui? Bon, alors je vous laisse lire. Donc, le départ des enfants. Non, vous ne voyez pas bien? Je vais vous lire alors. Alors, en haut, c'est avant-après, donc. Le départ de nos enfants nous a permis d'arrondir notre retraite en abritant un étudiant dans un studio indépendant. Parce que, effectivement, ces studios, on peut les utiliser pour ses propres enfants, mais on peut aussi, quand ils sont partis, les louer. Et donc, c'est un revenu qui peut être, comment dire, qui peut servir à arrondir ses fins de mois, comme il est dit là. En dessous, ma mère est venue habiter chez nous tout en gardant son autonomie. Donc voilà. En plus, à côté, notre aîné a pris de son indépendance. En dessous, la famille s'agrandit, je crée une chambre supplémentaire au-dessus du séjour. Voilà. Donc en fait, des solutions qui aujourd'hui commencent à apparaître comme tout à fait faisables et qui sont en train de se faire. Hein, donc c'est pas quelque chose d'inatteignable, alors qu'on imaginait que la société n'était pas prête à ça il y a 20 ans. Hein. Alors, j'ai passé quelques jours à visiter des comment je vais dire ça, des logements pour personnes âgées, organisés en béguinage par la société ICAD, qui est une société de logements sociaux. Et en fait, ces organisations, si vous voulez, tiennent compte du fait que beaucoup de personnes âgées refusent d'aller en maison de retraite ou n'en ont pas les moyens. Et donc ICAD produit des logements qui sont associés
une dizaine de logements en général, accolés, autour d'une cour, avec en général ce qu'ils appellent un club, mais c'est pour ça que j'hésitais, parce que franchement, club, c'est plutôt une pièce qui permet de se retrouver, d'avoir des activités communes, etc. Et puis de jardiner aussi, donc comme vous le voyez là. Là, vous pouvez lire, les logements individuels sont disposés en U, autour d'un jardin central, lieu collectif à tous les occupants et accessible depuis les fenêtres des habitations. Ce lieu de verdure privilégié facilite les relations de voisinage. C'est vrai. Une pièce commune est mise à disposition, le club, et permet de recevoir la famille et les amis. Mais ça permet surtout de se retrouver entre locataires. Voilà à quoi ça ressemble. Les appartements sont grands, très agréables, très bien équipés, et très bien équipés pour le vieillissement aussi, hein, avec des salles de bain adéquates, enfin bon, tout le système qui permet justement de bien vivre à cet âge-là. Alors l'autre solution, et on en a un peu parlé tout à l'heure, hein, c'est l'idée de densifier les petites maisons des zones suburbaines de façon à justement accueillir une grand-mère, je dis une grand-mère parce que c'est souvent des grands-mères, mais c'est vrai que, bon, alors là, il y a une grand-mère, effectivement, c'est une maison qu'habite un couple avec ses 2 enfants, et la femme du couple a accueilli sa grand-mère, et elle a fait construire au fond du jardin un pavillon pour elle. Donc en fait, de plus en plus, on voit ces transformations de lotissement qui étaient banales pour pouvoir justement avoir un espace de plus. Et elle disait que de toute façon, les enfants en profiteraient ensuite. Enfin, donc c'est une sorte d'extension de la maison primaire, si vous voulez, par une adjonction qui va servir à plusieurs âges de la vie. Et en fait, pour moi, le développement durable, c'est tenir compte des âges de la vie. Je pense qu'on a trop parlé de la technique. La dame de l'ADEME, là, va me... on parle trop de technique quand on parle de développement durable aujourd'hui. On oublie complètement que le développement durable, c'est tenir compte des phases de la vie, c'est tenir compte du rythme de la vie des habitants et en fait de tenir compte des modes de vie en évolution. Voilà, donc aujourd'hui, on commence un peu à s'y faire, à y penser autrement. Alors, d'autres solutions existent bien sûr, c'est-à-dire il y a toute la solution des plateaux libres qui existe depuis la fin du 19e siècle. La rue Réaumur à Paris est une rue où tous les plateaux sont libres, où on peut passer de logement à bureau, etc. On peut agrandir et diminuer la surface. On peut utiliser la surface dont on a besoin et louer une autre partie de la surface. C'est des choses qu'on connaît très très bien. Et en ce moment, on est en train de revisiter ces solutions, qui sont beaucoup plus complexes parce que il y a des cloisons mobiles, que les cloisons mobiles, pour qu'elles soient insonores, enfin qu'elles permettent d'insonoriser les pièces, doivent être de très très bonne qualité, donc c'est assez cher. Donc on est en train d'étudier toutes ces solutions. Alors, quel changement dans l'habitat, dans le logement plus banal ? Aujourd'hui, on sait qu'il y a très peu d'opérations expérimentales qui arrivent à intégrer les modifications de la société. Je vous en ai montré quelques-unes, mais ce n'est pas encore la production courante qui bénéficie de ces expérimentations. Et puis surtout, la production courante tient très très peu compte des observations sur les modes de vie, puisque ça impliquerait de refonder complètement la réflexion sur la partition, sur l'organisation du logement. Alors en fait, en plus, on est dans un moment particulièrement difficile de la production du logement, puisque tout le milieu concerné s'accorde à dire que la qualité du logement a baissé et que les normes accumulées à propos du logement freinent l'innovation. Donc on est dans un moment de relatif recul. L'autre élément, c'est la taille des logements. Alors là, je parle surtout des logements collectifs en ville. La taille des logements collectifs a baissé l'année dernière de 2 mètres carrés en France,
alors que depuis 25 ans, la taille moyenne des logements, c'est 65 mètres carrés en France. On est bien plus bas que la plupart des pays européens. Il n'y a aucune raison, sauf des raisons d'histoire et de production du logement spécifiques à la France. Longueur des procédures, problèmes de chantier, etc. Donc toutes sortes de situations qui font qu'on fait des logements très chers. Très chers et très petits. Donc, et pas de meilleure qualité que le reste de l'Europe. Alors, l'autre problème qui a été, dont on est en train qui fait qu'on se demande si on va s'en relever, c'est la norme pour les personnes à mobilité réduite imposée à tous les logements. Ça entraîne des dérives en termes de distribution. Et en fait, on se rend compte que les dispositifs d'aujourd'hui sont à la fois démodés et inconfortables. Alors, je vais vous montrer quand même des plans types d'aujourd'hui, quelques-uns. Aujourd'hui, voilà des logements qui ont été publiés partout et qui sont considérés comme des bons logements. Sauf que quand on demande aux habitants s'ils en sont heureux, non. Alors pourquoi ? Parce que ces logements ne tiennent aucun compte de l'intimité. On entre par une terrasse, c'est formidable, ça c'est très bien de rentrer par une terrasse, c'est très agréable, je vous montrerai tout à l'heure des exemples. Mais on entre par une terrasse directement dans le séjour. Et quand on arrive dans le séjour, là, comme décor du séjour, on a la ligne d'équipement de la cuisine. Donc ça, c'est extrêmement mal vu. Et c'est le banal de la production du logement aujourd'hui. Les habitants ne supportent pas. Donc, ils installent... donc, soit ils sont mécontents et ils vivent comme ça, soit ils installent des armoires, des paravents pour récupérer un peu d'intimité, pour pas que le visiteur arrive directement dans leur vie intime. Et ils essayent aussi de cacher un peu la cuisine. Voilà. Donc, moi, j'ai visité avec mes étudiants il y a 2 ans un immeuble neuf où les gens habitaient depuis 1 an. 90% des cuisines ouvertes étaient refermées. Mais ça, c'est un vrai problème. Donc, on va reparler tout à l'heure, plus en détail. Mais donc, il y a toute une série de propositions qui, en fait, ne correspondent pas au mode de vie. Par contre, sont moins chères. Parce que quand on ne fait pas d'entrée, quand on ne fait pas de cloison à la cuisine, quand il n'y a pas de porte, on fait une économie. Et puis, on règle comme ça la question du fauteuil roulant. Hein, il n'y a plus de problème puisque tout est ouvert, donc la question est réglée. Alors, une question, est-ce la fin des espaces de transition ? Demande ce numéro de revue des cahiers techniques du bâtiment. Parce que justement, on retrouve la même configuration, hein, il n'y a pas d'entrée, et on est directement dans le séjour tout de suite. Là, heureusement, la cuisine est plus protégée, mais le séjour est distributif. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, en fait, il y a une stratification des normes en France qui est un constat de tous, hein, qui exaspère les architectes qui construisent du logement. Et en fait, pour finir, souvent, on se rend compte que les logements ne sont que le résultat de la réglementation. C'est-à-dire que ce sont des logements réglementaires, ils obéissent à tous les règlements, mais à aucun mode de vie. On a oublié, en adoptant, enfin comment dire, en concevant ces logements, que des gens habitent et qu'on n'a pas à obéir qu'à des règlements. Et en fait, les architectes sont ligotés par ces injonctions réglementaires. Alors, une autre transformation qui, elle, vient plus d'une observation qu'ont fait les architectes et qu'on a fait, nous tous, qui sommes chercheurs sur l'habitat, sur la répartition qui était devenue classique depuis les années 50 du jour-nuit.
On sait que c'est une réglementation française qui n'existe nulle part ailleurs. Le jour-nuit, c'est le fait de catégorier en deux les espaces, espace de jour, espace de nuit, et donc de regrouper les chambres, globalement. Moi, ça fait à peu près 40 ans que je fais du terrain, hein, que je vais visiter les logements avec mes étudiants. Et ce qui est frappant, c'est que de plus en plus, quand on a une chambre dissociée des autres, les habitants nous disent « Ah, ça c'est très bien ». C'est une des choses qu'ils remarquent. Tout de suite, ils nous disent « Ah, ici, ce qu'il y a de très bien, c'est qu'il y a une chambre qui est dissociée des autres ». Alors, on s'est beaucoup interrogé pourquoi ils nous disaient ça tout de suite. Et sans dire pourquoi, eh bien, c'est parce que l'intimité conjugale n'est pas respectée quand les chambres sont accolées les unes aux autres. Il y a un petit garçon un jour qui m'a dit « il y a des bruits qui tirent l'oreille ». Bon, voilà. Donc, le problème de la vie sexuelle n'est pas pris en compte quand on regroupe toutes les chambres, et surtout dans le logement social où on n'a pas assez de financement pour doubler les cloisons, hein, pour mettre des cloisons de bonne qualité. Donc, en fait, le jour-nuit est en train de se transformer de plus en plus. En France, depuis le XVIIe siècle, la règle, c'était la tripartition, public, privé, service. Et en ce moment, on est en train de revenir à cette tripartition, donc à abandonner la partition jour-nuit de plus en plus. Et ce que j'ai remarqué dans les derniers bâtiments qu'on a étudiés de ces dernières années, c'est qu'on trouve les deux. Donc, il y a... Bon, la plupart des architectes nous disaient c'est les maîtres d'ouvrage qui nous imposent cette partition jour-nuit. De moins en moins de maîtres d'ouvrage imposent la partition jour-nuit aujourd'hui. Et donc on a ici des plans types et des plans atypiques. Alors les plans types c'est jour-nuit et les plans atypiques, ici par exemple c'est jour-nuit. Donc on a un séjour qui représente le jour avec la cuisine et le regroupement des chambres. Et ici par contre, et c'est toujours le cas dans les bâtiments, les logements d'angle, on a beaucoup moins de regroupements. Voilà. Mais vous allez le comprendre mieux. Oui, ils sont un peu petits, mais... Alors ici, on a jour-nuit complètement. Et là, on a jour-nuit d'un côté et tripartition de l'autre. Mais c'est trop petit pour que vous en... Il faudrait les regarder de très près. Dans ce 5 pièces, on a 2 chambres groupées et 2 chambres dissociées. Donc de plus en plus, on répartit autrement les chambres. Alors le jour-nuit, quand on s'interroge sur qu'est-ce que c'est qu'une chambre d'enfant, est-ce qu'on peut dire que c'est une chambre de nuit? Pas du tout. Une chambre d'enfant, c'est un séjour aujourd'hui. L'enfant travaille, joue, il finit par dormir, oui, mais ce n'est pas une chambre de nuit, une chambre d'enfant. Donc c'était une nomenclature imposée par les ingénieurs du CSTB en 1950. Donc ils ont fait passer un système, ils ont fait passer une organisation qui baissait les coûts, puisque en regroupant les chambres, on regroupait aussi les fluides. Eh bien, et donc ils ont fait passer ça pour un usage. Or, cet usage n'existe pas. Il n'y a pas d'espace de jour et d'espace de nuit. Il y a des espaces publics et des espaces privés, oui, ça c'est sûr. Et des espaces de service. Voilà. Donc en fait, on est en train de revenir à plus de rigueur en termes d'analyse de ce qu'on peut proposer. Mais c'est très doux. Je veux dire, c'est très lent. C'est très lent parce que des architectes continuent à se voir imposer le jour-nuit par des maîtres d'ouvrage. Une autre des questions qui se posent aujourd'hui, c'est qu'on a observé une inversion de la distribution habituelle qui consiste à entrer par les espaces publics chez soi. Ici, aux Diversités, à Bordeaux, dans ces maisons de Hondelat et Laporte que vous avez dû voir, il y a une inversion de la distribution, c'est-à-dire qu'en fait,
on trouve les chambres au premier niveau, le séjour au deuxième et la cuisine au troisième niveau avec la terrasse. Alors on comprend bien qu'une cuisine avec une terrasse, c'est très agréable. Mais c'est très étonnant parce que ça veut dire qu'on entre par l'espace privé. Et quand j'ai posé la question à Raphaël Ondelat, elle m'a dit on avait prévu un monte-charge, mais il n'a pas été installé. Voilà. Or, ça c'est un exemple. Mais ce qui est frappant, c'est que la publication des recueils de plans du nord de l'Europe, ou de l'Est, ou d'Europe de l'Est d'ailleurs, en France, a fait que, par exemple, mes étudiantes ont commencé à trouver normal de faire des plans inversés, c'est-à-dire de rentrer par les chambres, normalement. Quand j'ai posé la question à un certain nombre de Finlandais que j'étais allée visiter, d'agences finlandaises, je leur ai demandé « Mais pourquoi vous rentrez par les chambres ?» Ils rentrent par les chambres, oui. Chez eux, c'est une règle. Donc j'ai fini... Quand je leur ai posé la question, ils m'ont dit « Mais non, c'est normal !» Pour eux, c'était normal. Pour nous, c'est pas normal, puisque depuis des siècles, on rentre par l'espace public. Et ils m'ont dit « Pour finir, c'est la réglementation des pompiers. » Ah bon ? Ah oui, il faut être près de la porte pour pouvoir sortir la nuit très vite. Très bien. Nous, on n'est pas en danger, donc, en France. Hein. Donc, c'est pour vous dire que la réglementation, c'est aussi de la culture. C'est aussi de la culture, c'est aussi des valeurs, c'est aussi une réflexion particulière, etc. Or, nous, bon, effectivement, notre règle a toujours été de rentrer par l'espace public et en fait, c'est quand même beaucoup plus... Ça correspond beaucoup plus au phénomène de réception, d'intimité, etc. Et puis, l'autre question qui se pose, c'est la question des séjours distributifs. C'est-à-dire des séjours par lesquels tout passe. Aujourd'hui, c'est de plus en plus courant. En voilà un. Alors là, vous voyez toutes les pièces donnent sur le séjour. Il faut passer par le séjour pour aller partout. Ben ça, c'est un séjour immeublable. Et parce qu'il y a un nombre de portes, de fenêtres, et quand vous rajoutez parfois enfin bon, non, je vais vous le dire autrement. J'ai fait dessiner à mes étudiants les parcours. Et en fait, on s'aperçoit qu'un séjour de 25 mètres carrés n'a que 9 mètres carrés d'habitabilité. C'est-à-dire qu'il faut laisser des couloirs virtuels. Or, les Français ont l'habitude maintenant, ce n'était pas le cas au XIXe siècle, d'appuyer les meubles contre les murs. Et sans arrêt, j'ai entendu cette phrase des centaines de fois, on n'a pas assez de pans de mur. On n'a pas assez de pans de mur pour nous meubler comme on le souhaiterait. Donc voilà, alors le séjour distributif, c'est ça. C'est très bien dans une grande maison, très grande maison. Ça renvoie d'ailleurs à la maison méditerranéenne, hein, ça renvoie à la cour de la maison méditerranéenne. Mais en même temps, ça ne correspond pas du tout au mode de vie d'aujourd'hui. Et c'est vrai que ça règle un certain nombre de problèmes de fauteuils roulants, encore une fois. Voilà. Donc le séjour distributif, il est arrivé aussi, enfin la diffusion plus banale. Alors, avec la multiplication des écrans, l'idée de faire un séjour en plusieurs coins est une idée qui, au contraire, là, est très positive. Gaëtan Le Pénuel là, a fait un séjour en plusieurs coins qui permet d'avoir une lumière différente. On voit ici des points de vue différents, une lumière différente et pourquoi pas un coin un peu plus sombre pour les écrans, en fait. Donc, de plus en plus, c'est une solution qu'on voit apparaître qui permet une multiplicité de pratiques. Et ce qu'on voit aussi de plus en plus, mais qui avait disparu complètement, c'est les plans meublés. Les plans meublés pour vérifier l'habitabilité. Alors, vous me direz que c'est fonctionnaliste, oui, mais c'était la bonne partie du fonctionnalisme. Hein, donc voilà. Effectivement, ça permet de vérifier que
comme je demande quelquefois à mes étudiants, est-ce qu'on peut mettre le lit dans de deux ou trois manières différentes? Aujourd'hui, sur certains plans, c'est impossible. Le lit n'est prévu que pour une... Et ce n'est pas à cause des architectes seulement, c'est à cause de la taille des pièces. Quand on a une pièce de 9 mètres carrés, il est très difficile de pouvoir mettre le lit dans de deux ou trois manières. Alors, avec le tout accessible, qui reste la quadrature du cercle, la production de petits logements est très très difficile effectivement, et d'autant plus que la surface n'a pas changé. On aurait pu croire qu'avec cette réglementation, la surface des logements changerait, mais ce n'est pas du tout le cas. Et donc il y a quelque chose qui est réglé, c'est qu'on déplorait que les cuisines soient très petites, elles sont devenues plus grandes grâce au fauteuil, au cercle pour le fauteuil, mais la salle de bain aussi, mais pas celle des autres pièces. Et très souvent, j'ai vu des séjours qui étaient un reste, c'est-à-dire quand on compose l'appartement, on donne toute la surface aux pièces qu'on appelait auparavant non principales, et en fait c'est le séjour qui reste petit. Voilà un séjour de Jacob McFarlane dans le 19e arrondissement, et qui est le reste, voilà, qui est un reste. Et c'est de plus en plus comme ça, parce que pour les petits logements, le fait de devoir donner une grande taille à la cuisine et à la salle de bain, et au WC, qui devient une bibliothèque, ou qui est transformé en toutes sortes qui prend toutes sortes d'utilisations, eh bien, donc aujourd'hui, c'est le séjour qui n'a plus la taille qu'il faudrait. Alors, par contre, les architectes sont bien conscients que cet arrêt dans l'évolution du logement, il faut tenter de la compenser. Et c'est en travaillant sur ce que j'appelle l'intérieur extériorisé, ou l'inverse d'ailleurs, ou l'extérieur intériorisé, c'est-à-dire en traitant de façon très subtile le rapport entre intérieur et extérieur, entre dedans et dehors, que les architectes vont proposer un plaisir. Parce qu'il faut bien proposer un plaisir à l'habitant quand on est dans des surfaces très réduites. En fait, cette réduction de la taille des logements collectifs a fait qu'une floraison de réflexion par les architectes s'est faite, puisque comme on ne peut pas donner de grande qualité à l'intérieur, on va donner justement un espace extérieur qui est moins coûteux, et de plus en plus l'idée d'entrer chez soi par la terrasse apparaît. Là, on a entré par le balcon, ou par la coursive, c'est Petit Didier Priou à Villefranche-sur-Saône. Frédéric Monjanel, d'ING toujours, fait une proposition où justement on entre de plusieurs manières chez soi, mais toujours par des espaces extérieurs. Ici, on a des ventelles mobiles de verre et de résine qui ferment les jardins d'hiver. Ici, on a des jardins d'hiver à double hauteur qui permettent justement, qui sont aussi un tampon thermique, qui font aussi tampon thermique. Donc, en fait, et puis bien sûr, les fameux jardins sur le toit. Ici, Philippe Gazeau, le bâtiment de Philippe Gazeau sur la Seine. L'idée qu'aujourd'hui, on multiplie donc les terrasses, les serres, les jardins d'hiver, les murs végétaux, les terrasses végétalisées. Et tout ça donne une respiration à des logements très petits en général. Et en fait, on s'aperçoit que de larges balcons deviennent des véritables pièces à vivre, et rendent les façades habitées et verdies. Et en fait, ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est la façon dont les rideaux thermiques sont utilisés pour gagner des degrés, 5 degrés théoriquement. Les rideaux thermiques permettent de gagner 5 degrés, donc de beaucoup moins chauffer, donc d'avoir une facture d'électricité beaucoup moins importante. Et
et au fond de jouer aussi avec le décor. Ce qu'on voit ici, hein, c'est la réhabilitation de la tour Bois-le-Prêtre dans le XVIIe de Druot, Lacaton et Vassal. Alors en fait, depuis presque 20 ans, la double peau, la façade épaisse, avec loggia à brise-soleil, la 5e façade, les maisons sur le toit, font désormais partie du vocabulaire courant de l'architecture. Et en fait, les toits terrasses plantés qui ont aussi un effet thermique et peuvent aussi être partagés, sont aussi des potentiels de sociabilité, c'est-à-dire permettre la rencontre entre voisins, ce qui est fortement demandé dans les villes très denses. Hein, donc c'est vraiment une demande sociale. Et en fait, ce qu'on comprend maintenant de plus en plus, c'est qu'il y a une demande de compensation par rapport aux petits logements. Et en fait, ces espaces extérieurs ne permettent pas de gagner des mètres carrés supplémentaires à l'intérieur, mais permettent d'avoir une compensation par rapport aux petites surfaces. Alors, une autre idée qui fait son chemin, c'est l'immeuble équipé. L'immeuble équipé, pour ceux qui travaillent chez eux, on peut même aller jusqu'à l'idée de coworking, avec des espaces équipés, ouverts ou non, aux habitants du quartier. Cet immeuble équipé, il peut aussi impliquer un secrétariat partagé, mais c'est pas seulement, ça peut aller beaucoup plus loin. En fait, il faudrait, si on parle seulement du travail chez soi, de plus en plus de gens travaillent chez eux, et c'est vrai que partager un secrétariat, partager des machines est une solution. Sauf que quand on travaille chez soi, on risque de devenir neurasthénique. Et que la sociabilité dans le travail, c'est extrêmement important. Beaucoup de femmes, par exemple, disent qu'elles travaillent, qu'elles gagnent l'argent de la nourrice, et que voilà, mais que l'important c'est de travailler, et que donc c'est très très important de continuer à avoir des relations. Alors donc ça veut dire que les quartiers doivent être équipés, qu'ils doivent être équipés de promenades, de jardins, d'équipements sportifs, de cafés pour la rencontre, de salles de sport, etc. Et en fait, ça veut dire que si le travail chez soi augmente, il va falloir que les quartiers soient de mieux en mieux équipés. Autrement, ça sera très très difficile à vivre. Et l'idée, c'est de continuer à se socialiser au cours des scansions de la journée de travail. Alors, face à toutes ces transformations, on peut se demander s'il n'y a pas un retour à la polyfonctionnalité des pièces. La place et le temps consacrés chez soi aux activités liées à l'informatique et aux nouvelles technologies, la multiplication, la diversification des écrans mobiles ont vraiment transformé notre façon de vivre dans le logement. Et des professionnels de l'ameublement, par exemple, les producteurs de mobilier, les décorateurs, observent ou prédisent qu'à l'avenir, l'organisation par activité et non par pièce sera et le devenir. Et puisque les pièces ont plusieurs fonctions, c'est vrai, de plus en plus, peut-être est-on en train de se rediriger vers la polyfonctionnalité des pièces. C'était le cas avant le XVIIe siècle. Toutes les pièces étaient polyfonctionnelles. Donc, on est en train de se demander si, effectivement, la chambre d'enfant qui est devenue un séjour, les écrans multipliés dans la famille qui permettent de faire des choix et de s'isoler dans une pièce qui est devenue multifonctionnelle, il faudrait donc, au fond, d'une certaine façon, si ces pièces qui sont des chambres en général sont multifonctionnelles, il va falloir les agrandir. Mais évidemment, cette plurifonctionnalité a des limites, c'est celle notamment liée aux équipements. Les cuisines,
les cuisines ne peuvent pas être polyfonctionnelles, sauf que on sait aujourd'hui que les cuisines sont des lieux de vie. Alors, est-ce que je continue parce que j'ai aussi la cuisine et la salle de bain dont il faut que je parle, mais ça dépend de vous. Peut-être que vous êtes lassé de mon discours. Donc, je continue ? Bon. Alors, donc je voulais vous parler de la cuisine maintenant. La cuisine, c'est la pièce qui a le plus évolué au XXe siècle. Et au XXIe d'ailleurs. Et en fait, c'était un espace relégué au fond de l'appartement. C'était l'espace du salle. En 1902, pour le règlement de la ville de Paris qui va se diffuser partout, on se demande si la cuisine est une pièce principale. Et puis on se dit oui, si les femmes, si la maîtresse de maison, parce que c'était des bourgeois, les gens qui s'interrogeaient sur la réglementation, si les femmes sont beaucoup dans la cuisine maintenant, que la domesticité n'existe plus, puisque ça commençait à aller mal, ça devient une pièce principale. Alors il va falloir faire quelque chose parce que la cuisine, disent-ils, est la dernière pièce la plus insalubre de la maison. Donc, tout le XXe siècle a consisté, notamment la première partie du XXe siècle, a consisté à rendre salubre la cuisine, ce qui a été une longue histoire. Alors, aujourd'hui, on est exactement dans l'inverse. Aujourd'hui, on est dans la cuisine qu'on montre. Elle était sale et reléguée au fond. Aujourd'hui, elle est devant. Et on la montre parce qu'on l'a payée très cher. Alors, cette cuisine, celle-là que vous voyez là, c'est l'extrême de l'extrême, parce que du coup, on ne sait plus qu'est-ce qui est salon et qu'est-ce qui est cuisine. Alors, je me suis un peu moquée des producteurs de cette cuisine, d'ailleurs, qui ont avoué que c'était l'extrême de leur catalogue, parce que vraiment là, on ne sait plus, voilà, on a l'impression que le four est un objet d'art, etc. Bon, alors, donc, aujourd'hui, la cuisine est devenue la rivale du séjour, parce que quand elle est assez grande, on y séjourne dans la cuisine. D'abord, c'est un lieu où c'est le lieu des secrets, la cuisine, hein, comme la chambre. C'est le lieu où on se parle, où il y a du don, etc. Bon, donc la cuisine, de plus en plus, forme avec le séjour un espace principal et elle tend à devenir un séjour. Et quand en plus on a le dispositif, c'est-à-dire le système séjour-cuisine, loggia par exemple, ou terrasse, alors là c'est un idéal parce que la terrasse devient une cuisine d'été ou un salon d'été, ce qui est très très apprécié des habitants. Alors on a vu aussi dans la cuisine des meubles qui réapparaissent. Et en fait, aujourd'hui, la cuisine équipée de placards, hein, est en train de devenir ringarde. De plus en plus, la cuisine est meublée. Alors, elle est meublée et équipée en même temps. Et de plus en plus, on la montre. Voilà. Alors, ici, la cuisine, c'est aussi un espace technique. Ici, l'architecte qui réfléchit, qui regarde les gens vivre, a fait une salle de bain et une cuisine ouverte sur un espace extérieur qui est une sorte de buanderie, mais qui sert aussi de cellier. Voilà. Donc ça, c'est une réflexion sur la transformation de la cuisine. Mais alors, le grand débat aujourd'hui, c'est bien évidemment cuisine fermée, cuisine ouverte. Alors, en deux mots, l'histoire de la cuisine. La première cuisine ouverte a été inventée par le groupe des maisons ouvrières en 1905. On l'a appelée américaine pour faire oublier qu'elle était extrêmement populaire, elle était réservée aux plus pauvres. Pour la faire accepter par tout le monde, on l'a appelée américaine. Et donc, c'est du marketing, hein. La cuisine américaine, c'est du marketing. Donc, elle existait en France depuis 1905. Et, mais elle était réservée aux classes très très pauvres. Pourquoi ? Parce que c'était, on mettait en avant l'aspect
salle commune. Salle commune qui permettait, une fois que le repas était terminé, de tout ranger dans les placards. On invente à ce moment-là, en 1905, dans le groupe des maisons ouvrières, on invente à ce moment-là les placards équipés et différenciés, les placards spécifiques, spécialisés. Voilà. Donc cette invention-là, elle a été pendant très longtemps réservée aux classes populaires très pauvres. Et dans les années 60, on dit qu'elle est américaine pour mieux la vendre, parce que c'est les Américains qui... Alors, les cuisines américaines ne sont pas du tout comme ça, c'est des grandes cuisines, hein, fermées. Alors, bon, puisque la cuisine fermée est relativement critiquée par un certain type de classe d'âge, alors qui critique la cuisine fermée? Deux classes d'âge, les jeunes et les vieux. Je dis les vieux exprès parce que moi je suis vieille, donc je dis les vieux, je ne veux pas dire les personnes âgées. Bon, donc les jeunes et les vieux. Pourquoi? Parce que quand on fait plus de cuisine, quand on n'a plus d'enfants, eh bien, la cuisine ouverte, c'est très pratique. Mais quand on a des enfants, il y a un problème. Il y a le problème de l'entretien, le problème du danger des produits, hein, des produits chimiques qui existent dans la cuisine. Et donc, moi, j'ai vu beaucoup de mères me dire « Je suis ravie que ma cuisine ouverte soit fermable parce que j'ai des enfants petits. » Et bon, voilà. Et puis, l'entretien. 80% des femmes françaises travaillent. La cuisine, tant que les hommes travailleront si peu dans la cuisine, on peut dire que c'est les femmes qui sont responsables de la cuisine et responsables de la propreté de la cuisine. Donc, les femmes veulent pouvoir fermer une porte et ranger et nettoyer quand elles le souhaitent. Donc, globalement, quand il y a des enfants, il y a un problème. Alors, moi, je proposerais de regarder ces exemples de cuisine avec bar et parois coulissantes. Donc, on peut les fermer et les ouvrir quand on veut. Celle-là, qui est assez charmante. Voilà, cuisine avec passe-plat. Le passe-plat est en train de revenir. Hein, donc, justement... Et j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient réceptionné une cuisine entièrement ouverte dans un immeuble neuf et qui se sont fabriqués des passe-plats. Donc, qui ont remis une cloison et fait un passe-plat. Donc, voilà. Alors, de plus en plus, on a ce genre de situation. Alors, l'autre question, c'est la question de la salle de bain. Toutes les femmes se plaignent de ne pas pouvoir ouvrir la salle, de ne pas avoir de fenêtre dans la salle de bain. Enfin, la plupart des femmes que j'ai rencontrées dans toutes ces études m'ont dit ça systématiquement. Or, pourquoi il n'y a pas de fenêtre dans la salle de bain? C'est que comme les immeubles sont épais, on ne peut pas faire de fenêtre. Alors, dans la maison individuelle, ça ne pose pas de problème, on fait des fenêtres, heureusement. Mais dans la plupart du logement collectif, il y a très très peu de fenêtres. Or, aujourd'hui, on sait que les salles de bain sont très 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 mal aérées. La VMC ne marche pas. Tout le système de VMC qui est calculé par les ingénieurs de façon très savante ne marche pas puisque les habitants ferment la VMC en arrivant parce qu'elle fait du bruit, premièrement. Deuxièmement, s'ils la laissent ouverte, ils ne la nettoient jamais. Donc elle est encrassée, donc elle ne sert à rien. Et les salles de bain en France sont en train de devenir des lieux d'élevage des acariens et des moisissures et entretiennent l'asthme des enfants. Donc aujourd'hui, il faut de plus en plus... Alors il y a quelques militants formidables qui depuis des années luttent pour faire des salles de bain avec fenêtres. Je pense à toute la bande de l'AUA, c'est-à-dire chez Métov et compagnie, jusqu'à De Villers, enfin tous ces architectes qui avaient une sorte de charte du logement et qui avaient des règles. Alors cette jeune fille là, qui a construit ce bâtiment là, qui s'appelle Stéphania Stera, elle a dû être élevée dans la même direction. Donc elle a fait une petite terrasse, elle a fait ouvrir la salle de bain sur une petite terrasse qui ouvrait aussi sur une cuisine de l'autre côté. Et elle a mis une lumière, au moins, si on ne peut pas ouvrir, au moins qu'il y ait de la lumière. On voit aujourd'hui de plus en plus donc les salles de bain s'agrandir grâce à la réglementation pour les personnes à mobilité réduite, mais on voit aussi la multiplication des salles de bain avec douche de plein pied, faussement appelée italienne parce que c'est dans le monde entier. Au Brésil, aux États-Unis, c'est la règle, hein.
Donc voilà, et donc de plus en plus on voit la transformation des baignoires par des douches de plein pied. Ce qui est frappant, c'est qu'en même temps, l'achat des baignoires à bulles a augmenté. Et qu'en fait, on est passé quand même, depuis 30 ans, de l'idée d'une salle de bain strictement hygiénique à une salle de bain qui est aussi un lieu de détente. Et donc, les bains à bulles augmentent autant que l'installation des douches de plein pied. Voilà. Donc, on a deux choses parallèles qui renvoient à deux idéaux. Aujourd'hui, on a les deux. Et alors, tout le monde s'interroge, est-ce que la douche est plus écologique que le bain, enfin, etc. Bon. Moi, j'ai une position là-dessus, mais je ne vais pas vous la dire parce qu'elle n'est pas sympathique. Bon. Je vais vous la dire quand même, c'est que je pense que la douche ne lave jamais aussi bien qu'un bain. Voilà. Que les pores, ce que j'ai appris en travaillant sur le Moyen-Âge, c'est que les pores doivent être ouverts et pour être vraiment propres et que l'humidité voilà, est nécessaire. Voilà. Alors, bien sûr, mes étudiants pensent que la baignoire, c'est bien pour les bébés. Et ils pensent qu'effectivement, l'avenir est à la douche. C'est vrai, de toute façon, c'est vrai. Mais il y a un vrai problème par rapport à la baignoire, c'est que la baignoire est un élément de luxe. Et que renoncer à une baignoire, c'est toujours penser qu'on n'est pas au bon moment, au bon endroit du spectre social. Voilà. Donc, de plus en plus, il y a ce problème-là qui se pose. Voilà. Et je crois que je vais finir là-dessus. Pourriez-vous nous dire quelques mots de votre dernier livre ? Mon dernier livre, oui, c'était... Les 101 mots de l'habitat. C'est Les 101 mots de l'habitat à l'usage de tous. C'était une commande d'un éditeur qui a une collection qui s'appelle Les 101 mots. Alors, il y a eu les 101 mots de l'architecture, de l'urbanisme, de l'utopie, etc. Et au début, je croyais que c'était facile. Pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'idée de donner des définitions qui ne soient pas celles du dictionnaire, évidemment. Autrement, ça n'a aucun intérêt. Mais qui donne l'origine Par exemple, si on prend le mot appartement, voilà, je vais vous prendre un exemple. Si on prend le mot appartement, c'est extraordinaire son évolution. Appartement, au début, c'était la chambre et ses annexes, une partie d'un hôtel particulier. Ensuite, donc, à une époque, il faut dire, où la maison individuelle de ville était organisée verticalement. C'est-à-dire le maître de maison le propriétaire avait une salle commune, un cabinet qui était un bureau, hein, et il y avait une chambre à l'étage, mais il pouvait louer à l'étage, à tous les étages en fait, il pouvait louer des chambres. C'est ce qui se passait en ville partout. Il louait des chambres à des employés ou à des ouvriers qu'il ne connaissait pas, a priori, etc. Donc, quand arrive l'immeuble, on parle d'appartement. Le mot appartement vient de partition. C'est la division, hein, donc une division limitée. Donc, l'appartement, c'est une division définie et limitée. Bon. Donc, et l'appartement va devenir bourgeois, puisque les premiers appartements sont des appartements de ville de bourgeois. Quand les ouvriers arrivent dans les grandes villes, autour de 1800-1850, les fondations philanthropiques, les industriels se demandent comment ils vont les loger. Et en fait, ils reprennent le mot logement. Logement qui vient de la sphère militaire. Donc, le logement, c'est petit, c'est ouvrier, l'appartement, c'est grand et c'est bourgeois. Voilà. Or, l'INSEE nous a imposé dans les années 50
d'appeler toute habitation logement. Ce qui est une erreur fondamentale, parce que du coup, on a oublié toute l'histoire. Du coup, on appelle tout logement. Alors pour l'INSEE, une maison individuelle, c'est un logement. On ne fait plus la différence entre appartement et logement, etc. Voilà. Donc voilà ce que je raconte dans ce livre. Mais beaucoup d'autres choses. Et qu'est-ce que c'est qu'habiter aussi? Qu'est-ce que c'est qu'habiter? Voilà. Pourquoi on travaille sur son décor? Pourquoi on laisse des strates de son histoire? Pourquoi, etc. Donc vous avez 4 livres à votre disposition, donc à la sortie. Entre confort, désir et normes, le logement contemporain, donc les thèmes que vous venez d'aborder. Oui, sauf que depuis, tout ce que je vous ai dit sur la... Oui, les thèmes, oui, mais tout ce que j'ai dit sur la cohabitation, c'est un petit peu moins développé là-dedans, parce que c'est ma recherche actuelle. Vue de l'intérieur, habiter un immeuble en Île-de-France. Alors ça, c'est une expérience exceptionnelle pour moi. C'est qu'on nous a demandé de choisir 10 bâtiments de chaque période, de 1945 à aujourd'hui, qui étaient représentatifs de l'évolution du logement. Voilà. Et c'était assez passionnant à faire. En fait, c'est un catalogue d'exposition, mais avec des textes sur le confort, sur la cuisine et la salle de bain. D'ailleurs, si ça vous amuse, effectivement, là-dedans, il y a beaucoup de choses sur la cuisine et la salle de bain. Et enfin, un livre qui intéressera peut-être moins ni moi, puisque vous travaillez sur le projet du Grand Paris, Habiter le Grand Paris. Oui, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que là, la question de habiter le Grand Paris, c'est aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le logement en France aujourd'hui, hein. Et une réflexion de gens très différents de moi. Donc c'est intéressant. On est tous, enfin, il y a 15 équipes qui répondent. Des questions? Oula, oui. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Je suis monsieur Boussouf, architecte honoraire. Et j'ai apprécié votre exposé, mais hélas, je n'ai pas appris grand-chose. Ah ben tant pis. Voilà. Non, mais ça, c'est pas un seul mot, parce que toutes ces maisons, elles ont pratiquement tous le même cadre et un ordre de vie. Or, pas un seul mot sur la mutation de la population. Et ça, c'est un réel problème pour notre hexagone. Attendez, de quoi vous parlez là? La mutation de la population, de quel point de vue? Parce que j'en ai parlé de la mutation de la population. Si vous permettez, oui, vous nous avez présenté des logements, des cuisines, des salles de bain, des toilettes, des espaces extérieurs, mais pas un mot sur l'habitat. L'habitat a changé. De quoi vous parlez là, monsieur? Pardon? La Qu'est-ce mutation de la population a changé et on leur donne à tout le monde le même type de logement. Ah bah, écoutez, voilà ma question. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de montrer en vous montrant toutes les situations où il faudrait changer les choses. Alors peut-être n'avez-vous pas été attentif, mais je crois que j'ai montré... Ah peut-être, et je suis un peu sourd d'oreille aussi. Oui, peut-être. Voilà, merci. Non, mais écoutez, alors là, je veux bien répondre à cette question, mais... non, mais vous avez suffisamment parlé des habitants. Hein, non, mais non seulement j'ai parlé des habitants, mais j'ai surtout parlé des nouvelles tendances, des modes de vie et des solutions qui ont été apportées. Voilà, je crois, il me semble. Bon. Si vous permettez, pour une cuisine, un espagnol, un maghrébin, voilà, on arrive au... n'ont pas le même mode de vie, n'ont pas la même alimentation. Et on fait des cuisines laboratoires. Toutes ces belles cuisines que l'on voit, on ne s'en sert pas. Vous avez montré un passe-plat, ce n'est pas un place-plat, c'est une étagère. Vous comprenez? On donne une fonction et on change la fonction. Non, c'est pas vrai. Ce passe-plat est très intelligent. Il fait 1,50 m, c'est pas une étagère. Bon, écoutez, la question de la différence des comportements, elle est très importante. Et moi, j'y travaille sans arrêt. J'aurais pu vous montrer des séjours avec des salons marocains et des zaders marocains, etc. C'est une question que je connais par cœur puisque je vais chez les gens depuis 40 ans. Donc je vais chez des gens de toutes sortes. Bon, alors ils habitent la région parisienne, mais je vais aussi à Marseille de temps en temps quand même travailler.
Alors, ce que je veux dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a une unification de la production. Et c'est ce contre quoi on se bat, contre cette unification. Et cette unification, elle est en grande partie liée à la réglementation. Quand je vous montrais tout à l'heure des séjours distributifs qui sont pas du tout agréables à vivre, ils sont réglementaires. Et c'est cette réglementation qui entraîne une unification, en grande partie. Voilà. Enfin, voilà ce que je peux répondre. Oui, la question que je vais poser, moi, concerne l'innovation dans le cadre de vie. Et je m'interroge beaucoup sur le lien entre l'innovation au sein du logement par rapport à la dynamique du quartier ou de la ville, c'est-à-dire l'évolution de l'habitat par rapport au quartier ou à la ville. Alors, je voudrais poser une question. Moi, mon expérience professionnelle d'il y a des années 70, c'était les villes nouvelles. Et dans cette période des villes nouvelles, où il y avait de nouveaux systèmes constructifs qui permettaient notamment les plateaux libres, où on pouvait penser faire du logement à la carte. Oui, j'ai été moi-même sociologue au Vaudreuil, dans la ville nouvelle, où il s'agissait de faire que les logements, en quelque sorte, puissent être composés par les familles eux-mêmes. On avait même fait un plateau mobile où on pouvait tester la taille de l'appartement en simulant les meubles, etc. etc. Ce qu'on a constaté dans l'évolution de la ville nouvelle, et dans toutes les villes nouvelles ou dans tous les quartiers d'après ZUP, c'est que en fait, la pression des modes de vie et plutôt la pression économique ont fait que ces possibilités d'innovation ne se sont pas matérialisées dans les faits. Alors, ma question, c'est est-ce que psychosociologues, architectes, etc., prennent l'enjeu global de l'évolution des modes de vie, etc., par rapport au cadre urbain? Vous avez parlé de votre travail sur l'après-Paris. Moi, je suis passionné parce que comment la ville nouvelle Vaudreuil, Val-de-Reuil, dont tout le centre est un système constructif évolutif, peut, dans le temps, revenir à ces possibilités d'innovation. Or, ce qui me désespère, c'est que le mode de production du système bâti est tellement lourd, structuré, etc., qu'on n'utilise pas ces possibilités d'innovation. Donc, il y aura un double combat à mener. L'analyse d'évolution des modes de vie, évolution de la parentalité, etc. Et en même temps, la place du logement dans le quartier et dans la ville. Mais j'ai l'impression que tout est tellement cloisonné qu'on ne parvient pas à faire travailler ensemble ces différents registres. Donc voilà, comment voyez-vous l'avenir pour décloisonner ces choses, pour faire en sorte que ce mode de vie familial prenne son sens dans le quartier et dans la ville? Un autre simplement exemple, c'est les locaux collectifs résidentiels. Alors attendez, je vais quand même essayer de répondre parce que justement je comprends très bien votre position, je la connais et je l'estime. D'abord, premièrement, je n'ai pas du tout parlé de quelque chose sur quoi j'ai beaucoup travaillé, qui sont les types architecturaux. Les types architecturaux impliquent justement une position dans la ville. Aujourd'hui, faire un immeuble collectif, une tour, une barre, des plots, des villas urbaines, etc., de l'habitat intermédiaire entre collectif et individuel, fait qu'on a des structures de villes, enfin, on a des types de villes très différentes. Et on est en train, par exemple, de revenir aux immeubles pyramidaux. Par exemple, qui font la ville autrement, parce que effectivement chacun a une terrasse. Enfin bon, je pensais aux exemples de villes nouvelles que vous connaissez bien. Donc effectivement, le rapport à la ville est très important. J'en ai pas parlé là parce que j'ai choisi de pas en parler et qu'on ne peut pas parler de tout. C'est très difficile de parler de tout. Mais c'est vrai que dans notre travail sur vue de l'intérieur et dans le travail sur le Grand Paris, bien sûr, cette question est traitée tout à fait. Alors, par rapport aux cloisons mobiles, etc., vous savez très bien, mieux que moi, que ça n'a pas marché à cette époque-là. Ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que les habitants qui arrivaient dans ce type de logement étaient des captifs du logement social.
on ne leur demandait pas leur avis, ils étaient là pour expérimenter un système. Et donc ils n'étaient pas volontaires. Ils auraient été volontaires, on aurait pu tester ce que ça voulait dire, ce que ça signifiait. Hein. Donc au niveau de l'expérience, c'était une très mauvaise expérience en termes de méthode, si vous voulez. Donc voilà. Alors aujourd'hui, par contre, il y a quelque chose de bien plus intéressant qui est en train de se passer, c'est tout ce qui tourne autour de l'habitat participatif. Parce qu'on voit, alors là, j'en ai pas parlé, mais j'aurais pu, on voit très très bien dans l'habitat participatif. Je reviens de Grenoble, où il y avait une biennale de l'habitat durable. Donc j'ai étudié, j'ai été dans un jury où on a proposé énormément de bâtiments liés autour de l'habitat participatif, fait avec des habitants participants. Et on voit très bien qu'ils choisissent, alors justement, ils choisissent d'avoir des espaces mutualisés. Ils choisissent d'avoir des buanderies communes. Ils choisissent d'avoir une salle commune pour faire des fêtes. Ils choisissent d'avoir une pièce, une chambre de plus pour la louer ou pour les amis qui passent en négociant au fond entre eux. Voilà. Et ils choisissent aussi d'être écologiques. Donc voilà. Donc en ce moment, on a on a l'œil sur ces expériences parce que elles nous montrent aussi le désir des Français en matière d'habitat. Quand on passe 10 ans, comme ça a été le cas, par exemple, pour un bâtiment de... je ne sais pas si je l'ai, parce que je vais vous le montrer si je l'ai. Voilà, par exemple. J'avais prévu de vous le montrer. Voilà un bâtiment qui a été construit pour 5 familles. Ça a duré 10 ans avec l'architecte. Donc ça veut dire que l'architecte, il devient sociologue, psychologue, thérapeute, tout ce qu'on veut. Mais bon... c'est des pauvres jeunes gens qui se sont engagés dans cette histoire, qui ont mis 10 ans bon. Alors, donc, voilà ce que les habitants ont choisi. Donc, une salle commune. Pardon. Une salle commune ici. Une chambre qu'on peut louer ou qu'on peut demander pour un visiteur de passage. Une salle des machines. Une chaufferie, enfin bon voilà, des salles techniques, une buanderie, voilà. Donc en fait, voilà la salle commune. Donc en fait, ce qui est intéressant aussi et que j'avais pas prévu d'analyser là, non, c'est que on voit des habitants qui reproduisent exactement le pire des logements conçus. Pourquoi? Parce que c'est ceux-là qui connaissent. Et puis, on voit des habitants qui, au contraire, analysent ce qu'ils sont vraiment, leurs valeurs, etc., et qui demandent une organisation spécifique. Voilà ce qu'on voit. Donc, si vous voulez, on est un pas de plus par rapport à ce qui a été fait dans les années 70, que j'ai suivi, moi, parce que j'ai travaillé avec Jacques Bon, qui était un des premiers... qui a fait l'habitat participatif à Montreuil, qui marche toujours. Hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est avec l'habitat participatif qu'on peut avoir le même genre d'expérience. Merci. Luc Doumenc, architecte. J'ai construit beaucoup de logements. Hein. Je suis spécialisé dans le logement. J'en ai fait près de 3000. C'était le seul moyen d'échapper au réseau. 2 ou 3000 ? Oui, 2 ou 3000. Oui. Formidable. Oui, c'est un grand travail. Beaucoup de logements sociaux, bien sûr, et beaucoup de logements de promoteurs. Ils ont la qualité de se ressembler hein, et de tirer vers le bas les qualités du logement. Hein. Effectivement, comme vous le dites, ça m'a beaucoup intéressé, tout ce que vous disiez, parce que ça a remis en place des choses que j'avais en tête. Je suis enseignant à l'école d'architecture, hein, je travaille sur le logement, bien sûr. Vous avez dit, et je crois qu'il faut préciser, le logement a une qualité moyenne qui baisse, a des surfaces qui baissent, il a un coût qui augmente. Un coût de vente, pas du tout un coût de construction. Et oui. Voilà. Ce qui explique d'ailleurs que la qualité baisse, parce que le coût de construction stagne. On pourrait dire, vous l'avez dit précisément, hein, mais je rajoute une couche, quoi, que vraiment le logement, comme le disait Illich, a pu échapper aux gens qui s'autoconstruisaient eux-mêmes grâce à la réglementation. C'est-à-dire en mettant la réglementation en place, on le fait devenir objet industriel.
et objet de production, marchandise. Donc voilà, on en est là, c'est-à-dire que ce logement prend des caractéristiques nationales et internationales qui en font un objet de spéculation remarquable, hein, et de grand enrichissement pour les gens qui le produisent. Vous avez montré par exemple sur les salles de bain la difficulté qu'il y avait en particulier en région parisienne, mais ça vient un petit peu chez nous aussi, à mettre des fenêtres sur les salles de bain parce qu'on a une épaisseur de bâti. J'ai vu dans un projet que vous présentiez qu'il y avait même des chambres qui étaient en deuxième jour. Hein. Parce que si on est rentable avec un escalier, un ascenseur central, on a une densité telle qu'on a les appartements qui sont tout autour, ce qui fait qu'il y a des appartements qui sont plein nord, avec une mono-orientation, ce qui est absolument contraire à la loi. Oui. C'est-à-dire on pourrait demander aux promoteurs de les démolir et de ne pas les vendre et de ne pas les louer. Il faut au moins 2 heures d'ensoleillement pour les pièces principales par jour, bon, ce qui est très très loin du cas quand on a des appartements qui sont mono-orientés. L'appartement traversant, c'est aussi ventilation, c'est aussi capacité pour nous dans le midi de réguler la chaleur, etc. Voilà, donc des choses qui deviennent dramatiques quand on utilise seulement le principe de la marchandise. Oui. Et les densités. Nous avons, nous aussi, des histoires étranges. Chez nous, c'est pas comme à Paris. Moi, le Grand Paris, moi, je lutterais contre si j'étais vraiment quelqu'un qui pouvait intervenir là-dessus. C'est sordide d'imaginer un mieux vivre dans le Grand Paris. Ce qu'il faudrait faire, c'est le diminuer. C'est aider des... Écoutez, vous tombez bien parce qu'on est la seule équipe qui a répondu Grand Paris plus petit. D'accord, voilà, bon, on est d'accord. On a des densités, par exemple, dans nos fameuses ZAC, qui sont les objets expérimentaux délirants qui permettent de faire croître nos villes, mais en particulier dans le Languedoc où il y a beaucoup de nouveaux arrivants, qui donnent des densités qui seraient des densités d'ordre villageois. C'est-à-dire qui pourrait permettre de construire des petites maisons unifamiliales avec terrasse, jardin, petites rues, petites ruelles. Et on fait des appartements de grande hauteur et d'épaisseur, hein, en mettant des espaces publics gigantesques, ingérables. Oui, il y a tout un travail monstrueux qui s'organise autour de la marchandisation du logement. Ouais. Hein. Mais vous savez, à Paris, la question se pose de façon très complexe à Paris parce qu'on a aussi, à Paris, dans le 20e arrondissement par exemple, toute une série d'opérations qui sont faites dans des venelles et qui réhabilitent et construisent des petites maisons en même temps que font des bars tout à fait vivables et sympathiques. Donc en fait, on trouve tout ça quand même à Paris aussi. Bon, alors le Grand Paris, c'est peut-être pas ce que vous imaginez. Le Grand Paris, c'est plutôt l'idée de base du Grand Paris quand même, c'est de redonner un niveau de confort équivalent à des régions du Grand Paris qui sont abandonnées. Voilà, pour nous, le but du Grand Paris, c'est ça pour nous. C'est pas agrandir Paris, c'est pas du tout ça. C'est faire que chaque petit centre soit l'objet d'un équipement qui permette de regrouper et de créer des centralités. C'est pas du tout faire agrandir Paris. En plus, nous, on est pour redensifier un certain nombre de lotissements. De façon à justement recréer une vie, parce que la plupart des lotissements parisiens sont des lotissements faits sans équipement, donc ce qui pose un énorme problème. C'est-à-dire que, en fait, d'abord ça augmente les divorces et les dépressions des femmes et des adolescents en particulier. Donc en fait, on est en train de s'apercevoir que c'est une architecture assez pathogène et que donc en abandonnant les gens dans des systèmes où ils ont 2 heures de transport ou 3 et un environnement, si vous voulez, qui ne les nourrit pas, on est dans une situation très très difficile. Donc notre réflexion, c'est quand même de redonner
à la plupart des régions. Nous, on s'occupe de HR, par exemple, qui est un endroit épouvantable où Paris a déversé toutes ces ordures pendant des dizaines d'années. On est en train de travailler pour voir comment redonner figure humaine à cette ville. Hein, donc, vous voyez, donc, en fait, le Grand Paris, ça ne veut rien dire comme ça. Et ce n'est pas de l'agrandir, surtout pas. C'est de le requalifier. Bonsoir, Dominique Brilouet, je suis étudiante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'évoquer avec vous vraiment la question de l'appropriation du bien-être de l'habitant dans le logement, parce que vous avez parlé à plusieurs reprises, voilà, vous avez parlé des captifs du logement social, des gens qui n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, je pense que... Parlez plus fort parce que... Aujourd'hui, je pense qu'on sera d'accord sur le fait que l'architecture, elle est souvent produite par des initiés ou voilà, des promoteurs, en aucun cas par des usagers, c'est très rare, c'est un luxe. Si, dans le cadre de l'habitat participatif, oui. Ah, voilà, voilà, tout à fait, ça c'est un exemple qui va dans le sens des questions justement que je me pose. Et donc j'ai suivi un cours avec Monsieur Lepabic, qui a un cours sur l'architecture vernaculaire. Et ce que j'en ai retiré, c'était l'impression qu'on avait perdu la dimension symbolique dans l'habitat. Donc je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que c'est une piste à suivre? Et sinon, quels seraient les conseils pour concevoir le logement en étant au plus près du besoin des usagers? Alors, on n'a jamais perdu de symbolique, parce que le symbolique, c'est la parole. Hein, d'abord. Alors heureusement, on ne l'a pas perdu. Et puis surtout, dans le logement, quoi qu'on fasse, quel que soit le lieu qu'on habite, on y met du sens et on y met du symbole. Ça, c'est... Alors, par contre, que ça soit moins agréable et moins confortable à vivre, c'est vrai. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que... Enfin, moi, c'est mon expérience depuis longtemps, c'est que les habitants travaillent sur le logement, quel que soit le logement qu'on leur donne, ou qu'ils ont, ou qu'ils obtiennent. Ils travaillent sur le logement pour le rendre... comment dire, pour laisser leur marque, pour s'identifier, pour mettre en place un rapport à leur histoire. Vous savez, dans le logement, on laisse des strates de son histoire. Il y a des objets insignifiants pour les autres qui ont pour nous, pour chacun de nous, une signification extrême. On ne peut pas s'en débarrasser, par exemple. On a tous cette expérience d'objets qui renvoient à l'histoire et qu'on ne peut pas toucher parce que ils ont... Voilà. Et puis on essaye de comprendre... on essaye aussi de se projeter sur un futur en laissant sa marque. On essaye aussi de s'entourer d'objets qui représentent le futur auquel on aspire, vous voyez. Donc en fait, c'est pas la fonction symbolique qui est perdue, elle sera jamais perdue, parce que parce que l'homme habite, la femme habite, on habite et on habite et on est. C'est-à-dire que on est ce qu'on... Comment dire, on devient grâce à l'habitat aussi. Et le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, cette banalisation de l'habitat nous permet certainement moins bien, à des moments de notre vie, de devenir. Mais l'habitat nous permet de devenir. Donc, en fait, c'est pas au niveau du symbolique que la question se pose. C'est au niveau... de la reconnaissance d'une valeur, c'est-à-dire être fier de son chez-soi, c'est très très important. Et moi, j'avais remarqué par exemple que les gens qui étaient qui n'étaient pas reconnus dans leur travail ou qui n'avaient pas un travail valorisant étaient des gens qui travaillaient énormément à laisser leur marque sur l'espace intime. Donc en fait, il y a une sorte de compensation, si vous voulez, qui se met en place entre le pouvoir qu'on n'a pas et le pouvoir qu'on a chez soi, etc. Donc voilà, donc ce travail sur l'identité, il se fait de toute façon. Mais par contre, le problème du confort, du bien-être, non, on ne l'a pas n'importe quand. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein, je veux dire qu'il faut dissocier peut-être la question du travail sur l'identité et la question du confort, parce que ce n'est pas la même. Et puis en plus, il y a tout le problème du fait que le logement, c'est aussi un espace de partage, de négociation.
Et que ça, c'est très très important aussi. Hein. C'est-à-dire que les traces qu'on laisse chez soi, le décor qu'on choisit, etc., c'est un espace c'est toujours dans une négociation avec les autres, à moins de vivre seul. Mais globalement, c'est quand même très souvent... voilà. Et donc, il y a l'idée que on se sert du logement pour devenir. Voilà. Et ça sera jamais fini. C'est pas la qualité du logement qui joue dans cette histoire, parce que c'est quel que soit le logement qu'on essaye de le transformer pour qu'il nous ressemble un peu. Parce que c'est dans l'action, c'est ça que je veux dire. Habiter, c'est l'action qu'on fait pour le faire devenir soi, pour le faire devenir sa chose, quoi. Alors ça, c'est ce dont je parle entre autres, dans les 100 hameaux. Écoutez, je travaille sur le développement durable, oui, bien sûr. Et alors, quelle est la question? Vous avez pris acte, disons, du Grenelle de l'environnement dans toutes ces constructions, Mais bien sûr, c'est obligatoire. Tous les architectes qui sont dans la salle vous diront qu'ils sont obligés de tenir compte de ça. Tous les architectes qui sont dans la salle vous diront qu'ils sont obligés de tenir compte des données écologiques aujourd'hui. mais ce que j'observe, c'est que les villes continuent à s'étaler. Et c'est contraire au Grenelle de l'environnement. Oui. On fait tout pour que ça s'arrête. On essaye. Bien, Madame Eleb, nous vous remercions vivement de votre participation à cette soirée. Je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de monde. Pour moi, ça va. Vraiment, ça l'aurait mérité. Merci. Et je vous donne aussi une autre information dans le cadre du mois de l'architecture. Les midis de l'architecture sont organisés à la DRAC et le 28 mai, à midi et demi, le jeudi 28 mai, je donnerai une conférence à la DRAC à Montpellier, donc sur l'architecte auteur de ce bâtiment qui a été très modifié, très transformé, qui est Joseph Massota. Voilà, 1925-1989. Merci et à bientôt. Donc, et bon week-end du 1er mai.